bienvenue. Je pense que le sujet nouvelle classe de médicaments avec Dr Godin, ça vous a vraiment stimulé parce que c'est notre plus gros groupe jusqu'à maintenant. Alors, bienvenue à tout le monde à cette prochaine conférence le 14 avril sur les nouveaux antiplaquettaires. On peut fermer nos cellulaires. Donc, notre conférencière de ce soir était présente il y a un mois pour nous parler d'insulinothérapie. Et donc, elle est endocrinologue, fait de la recherche clinique et je pense que c'est ce qui vous permet aussi d'avoir une longueur d'avance sur nous autres parce que nous, pour nous, c'est vraiment nouveau cette classe-là. Puis vous travaillez avec cette molécule-là depuis plusieurs années? Oui. Oui, c'est ça. Donc, Dr Godin, la parole est à vous. OK, parfait. Alors, mes conflits d'intérêt, toute bonne compagnie qui s'occupe de diabète. Alors, ce soir, en fait, j'ai pris un petit kit là, qui était déjà fait par un comité scientifique révisé, etc. Je l'ai remis là, pour essayer de répondre plus à vos besoins. Puis, il y a des petites choses aussi que j'ai rajoutées. À la fin, j'ai peut-être rajouté un petit peu de défis là, pour m'assurer de répondre à tout. Mais si jamais j'en oublie ou il y a des choses supplémentaires, ne vous gênez pas. En fait, vous pouvez poser vos questions au fur et à mesure. Alors, le plan de la présentation, c'est, comme de raison, on discute ça s'en vient de fun de traiter le diabète. Il y a plusieurs classes de médicaments, alors on peut réfléchir, on peut faire différents choix. Donc, beaucoup d'options. Toutes ces classes-là, regarder un petit peu les bienfaits et les effets indésirables, etc. Mais comme de raison, on va parler plus du dernier, la dernière classe, donc les inhibiteurs de SGLT2, leur mode d'action, indication, efficacité, effets indésirables, bon, l'effet aussi sur le rein, les électrolytes, le cœur, les lipides. Puis, on va finir avec des petits conseils cliniques pratiques là, à ce moment-là. Donc, avec des études de cas, en fait. Alors, dans notre arsenal thérapeutique, comme de raison, ce qu'on a commencé à avoir surtout, c'est des médicaments qui tournent autour de l'action d'insuline, soit augmenter la sécrétion, soit augmenter la sensibilité au niveau du foie, au niveau périphérie, ou soit donner de l'insuline directement. On avait une autre option, sans passer par là, qui est l'inhibiteur de l'alpha-glucosidase, qui s'appelait anciennement Prandase, qui ont changé pour le nom glucobé, là, pour faire semblant que ce n'était pas la même chose. Mais ceci dit, on ne l'utilise pas beaucoup parce qu'il donne beaucoup d'effets secondaires. C'est le premier, en fait, mode d'action complètement différent, qui n'a pas vraiment besoin d'insuline, qui vient vraiment nous aider et qui est très efficace aussi. Donc, les inhibiteurs de SGLT2, si on commence par le début, les indications cliniques et les renseignements posologiques, on va faire tout le tour après. Donc, la façon de le prescrire, ce que Santé Canada nous dit, c'est de commencer par les plus petites doses. Alors, comme vous êtes probablement au courant, il y en a déjà 2 donc, sur le marché. Le premier qui est arrivé, c'est l'Invokana, et le Forxiga, c'est un petit peu plus récent, c'est depuis le début de l'année. Alors, les deux se présentent sur 2 dosages, et Santé Canada nous dit de commencer par le plus petit pour ensuite aller à l'autre au besoin. Le problème, c'est autant pour un que pour l'autre. Dans les études, ça n'a jamais été fait comme ça. Alors, dans les études, il y avait un groupe 100, supposons que c'était Invokana, puis un groupe 300. Dans Forxiga, un groupe 5, puis un groupe 10. Fait qu'on ne sait pas. Donc, si vous me dites, oui, mais combien de temps qu'il faut faire, combien de temps il faut attendre avant de titrer ou quoi que ce soit, ben, je n'ai rien à vous dire parce que ça n'a jamais été testé ou quoi que ce soit. Ceci dit, moi, ce que je dis aux gens, dans votre tête, si vous voulez vous rendre à l'efficacité maximale pour différentes raisons, ben, vous n'avez pas besoin de perdre votre temps à le premier dosage. Pour faire plaisir à notre bon gouvernement, on passe par la plus petite dose. Mais je veux dire, moi, des fois, je fais que seulement une semaine. C'est des médicaments qui agissent très rapidement. Donc, au niveau de la glycémie, au niveau de la tension artérielle, tout ça, l'action, il va le voir tout de suite. S'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, généralement, en une semaine, vous allez le savoir. Donc, on peut titrer très rapidement. Quelqu'un qui commence ces pilules-là, qui veut se faire la main un petit peu plus ou qui n'est pas sûr s'il veut monter ou quoi que ce soit, ben, il n'est pas dit que vous pouvez faire beaucoup plus long avec le premier dosage. Vous pouvez même prendre le temps de revoir le patient ou quoi que ce soit. Il n'y a pas de problème vraiment là-dessus. Mais tout ça pour dire que toutes les recettes sont bonnes. Okay? Il n'y a pas de recette particulière. Ensuite, les indications. Bien, comme vous savez, les indications de Santé Canada, c'est quand l'étude a été faite, que ça a été publié, puis là, ils la soumettent. Fait, comme de raison, on voit qu'il y a des petites différences. Donc, les monothérapies sont là pour les 2 qui sont déjà sur le marché, donc le Forxiga et l'Invokana. Ajout à la metformine, la GOSU, les 2 l'ont aussi. Ajout à l'inhibiteur de DPP4, l'étude est faite, elle est publiée, elle a même eu une extension déjà. Mais comme de raison d'APA, vous allez comprendre que ça a été long un petit peu entre la soumission et l'acceptation. Donc, ils n'ont pas pu le rajouter. Donc, ils ont pu le rajouter juste un coup qu'ils ont eu leur acceptation. Pendant que c'est le processus, vous ne pouvez pas rajouter d'autres études pour d'autres indications. Donc, c'est une question de temps. L'étude, elle est soumise. Donc,
Éventuellement, on va avoir l'indication avec les inhibiteurs de l'IPP4. La même chose, la tripthérapie, ça avait été fait pendant la première soumission, parce qu'il faut comprendre, c'est que l'ADAPA, en fait, c'était le premier sur le marché. Pas le premier, en fait, oui, le premier sur le marché ailleurs au monde, mais le premier à être développé. Mais aux États-Unis, au Canada, il y a eu un petit trouble qu'on va parler tantôt qui a fait qu'il était retardé un petit peu. Donc, ces indications-là sont à venir. Avec la PIO, en fait, on peut en parler tout de suite, qu'est-ce qui a été le problème. C'est que, en fait, quand on regardait les patients qui étaient traités sur Forxiga versus le placebo, on avait l'impression qu'il y avait un excès de cancer de la vessie. Donc, il y avait 10 cas par rapport à juste un cas, et du côté placebo. Et comme de raison, ce qu'ils se sont aperçus, c'est, premièrement, c'était des gens qui étaient très à risque, qui avaient déjà les maturés dès le départ, qui ont développé leur cancer très tôt, donc on ne pensait pas que c'était la médication qui était responsable. Mais comme de notre côté, vu que c'est comme ça, on ne peut pas dire s'il y a déjà un cancer, est-ce que c'est bénéfique ou pas. Alors c'est pour ça qu'avec la PIO, comme vous savez, la PIO lactose, il y a une augmentation du risque d'avoir un cancer de la vessie. Donc ils n'auront pas l'indication avec la PIO là, à ce moment-là. Et dans la monographie, on nous dit de ne pas le prescrire si vous avez déjà un cancer de la vessie ou vous avez des antécédents. Et les deux aussi ont eu leur indication, donc, avec l'insulinothérapie. Comme de raison, la CANA, elle est en train de faire leurs études, fait qu'éventuellement, ça sera publié, ça sera soumis et la demande va être faite aussi. Donc, ça, c'est les indications actuelles qu'on a pour les deux molécules. Ensuite de ça, comme de raison, vous savez que c'est une molécule qui augmente la sécrétion, en fait, l'excrétion de sucre, la glycosurée. Donc, pour faire une glycosurée, il faut filtrer le sucre, donc il faut avoir des reins qui fonctionnent. Alors, comme de raison, il faut avoir, pour prescrire ces médicaments-là, une filtration glomérulaire au-dessus de 60. Alors, en bas de 60, l'ADAPA, donc le Forxiga, n'a pas d'indication. Tandis que pour l'Invokana, donc vous devez avoir 60 pour le prescrire, mais dans l'évolution, si jamais vous baissez votre filtration glomérulaire, donc entre 45 et 60, vous pouvez poursuivre le médicament, mais vous devez en fait le descendre à 100 si vous êtes à 300. Donc entre le 45 et le 60. Et en bas de 45, comme de raison, on s'en passe. On va regarder tout ça en détail aussi tantôt. Ça, c'est ce que je vous disais tantôt. Donc, Forxiga, théoriquement, s'il n'y aurait pas eu le problème d'excès qui a l'air d'être une malchance, là, comme on peut constater, donc, aurait été le premier sur le marché partout. Il l'a été ailleurs au monde, mais ici. Donc, ils ont attendu avoir plus de cas, se faire une meilleure idée, donc pour accepter vraiment le médicament. Mais énormément d'investigations qui ont été faites au Canada et la grande étude aussi cardiovasculaire qui a beaucoup de centres là, au Canada. Donc, dans les monographies des deux produits, on vous met tout de suite en garde contre les effets volimiques. Par contre, les effets volimiques, vous allez voir les chiffres tantôt, c'est vraiment des populations à risque. Donc, les populations à risque, les patients âgés, on parle de 75 ans et plus, ceux qui ont déjà une faible tension artérielle, bon, d'autres conditions, mais aussi les traitements avec des antihypertenseurs, particulièrement avec les diurétiques de l'anse. Alors, même ici, vous allez voir les différences avec l'Invokana, les diurétiques de l'anse, l'augmentation du risque d'avoir des problèmes, donc d'hypotension, syncope, étourdissement, d'orthostatisme, etc., est très élevé, au point que vous devriez vraiment éviter donc de donner l'Invokana avec donc le Lasix. Et il faudrait aussi le moins possible le donner définitivement avec le Forxiga de toute façon. Donc, tout ça aussi, si vous avez les ACE, les ARA, etc., ça peut augmenter l'effet sur la tension artérielle, donc il faut être prudent. Alors, grosso modo, c'est vraiment une mise en garde chez les gens qui sont à risque de dépression volimique, donc nos patients âgés, nos faibles tensions artérielles, nos statuts volimiques initialement bas, ceux qui sont avec des antihypertenseurs, plusieurs antihypertenseurs, particulièrement les diurétiques de l'anse, donc un petit nuage noir pour le fameux Lasix. Et les autres choses, probablement que vous avez lues, la fameuse, j'ai envie de dire, la fameuse mise en garde d'hypercalémie pour l'Invokana, qui nous dit qu'il faut être attentif chez les patients avec insuffisance rénale modérée qui prennent des médicaments tels que, diurétiques d'épargne potassique, les ACE ou les ARA. Puis j'ai vu des pharmaciens qui m'ont envoyé des fax, ils s'inquiétaient de ça, etc. Mais vous allez voir que quand on prescrit ça, donc aux bons patients, selon les bonnes indications, qu'on baisse nos doses quand on est entre 45 et 60, que c'est pas vraiment quelque chose de très inquiétant. Ce qui n'est pas du tout le cas, par exemple, avec l'ADAPA. Donc, avec l'ADAPA, on n'a pas du tout de problème d'hypercalémie. Donc, c'est pas quelque chose qu'on ne doit même pas s'inquiéter là-dessus. Donc, tout ce que vous avez toujours voulu savoir sans jamais oser le demander, on va faire tout ça ensemble sur les inhibiteurs de SGLT2 après avoir vu les indications, la façon de le prescrire, etc.
Donc, le mode d'action, on sait que ça provoque une glycosurie. Si on parle d'ADAPA, si on parle du Forxiga, on parle environ de 70 grammes par jour de glycosurie. Ça reflète quand même un 300 kilocalories, alors c'est quand même une bonne portion. C'est sûr, il y en a qui font, ceux qui font des régimes, ceux qui disent oui, oui, oui. On connaît 300 kilocalories. Donc, vous comprendrez que c'est une des raisons pourquoi ces gens-là perdent du poids comme de raison. Donc, le rein filtre tout le glucose, qu'on le mange, qu'on le produise, parce qu'il y a une production hépatique de glucose, etc. Donc, tout ce glucose-là passe par le rein, puis c'est très important. Le glucose, c'est notre essence, hein? C'est notre énergie. Donc, on s'affaire dans le tubule proximal assez rapidement à tout réabsorber ce sucre-là. On a deux transporteurs qui le font. Il y a le SGLT2 et le SGLT1. Alors, le SGLT2, à ce moment-là, c'est celui qui a des gros bras et qui fait 90% de toute la récupération du sucre. Et comme de raison, le SGLT1, lui qui est un petit peu plus loin, ben, il fait la petite pelle là, pour ramasser le reste qui reste tout simplement. Alors, tout ça pour dire qu'au bout du compte, si vous n'êtes pas diabétique ou quoi que ce soit, on n'est pas supposé de sécréter de sucre là, dans les urines comme de raison. Alors, quand les gens sont diabétiques, vous savez qu'il y a une augmentation de l'expression du glucose. Par contre, peut-être pas autant qu'il devrait en avoir. Alors, il y a une espèce de... le rein essaie, tant bien que mal. Il voit que le sucre est haut et qu'il y a de la misère à tout garder le sucre. Alors, il monte, en fait, son seuil rénal. Alors, ce qu'on apprend, c'est que normalement, quelqu'un qui n'est pas diabétique, etc., son seuil rénal est autour de 10 millimoles par litre. Donc, ça veut dire que quand vous allez avec votre glycémie au-dessus de 10, ben, vous avez de la glucosurie. Un diabétique, lui, souvent, ça peut monter à 12, 13, peut-être même 14 millimoles par litre, au-delà duquel il n'y aura pas de glycosurie. Donc, c'est comme le rein essaie d'en garder le plus possible. Ben, c'est un mal pour un bien parce qu'on comprend que ça va contribuer encore plus à l'hyperglycémie à ce moment-là. Donc, on peut voir les inhibiteurs du SGLT2 comme un médicament qui vient corriger cette sur-récupération-là, mais on s'entend que ça le fait un peu trop, là, en ce sens que ça le fait beaucoup plus efficacement. Donc, le fait de bloquer ce récepteur-là, récupération de sucre-là, ben, comme de raison, on a une grosse glycosurie à ce moment-là. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ça baisse tout simplement le seuil rénal. Donc, ça peut lever autour de 5, qu'on dit à peu près. Alors, vous comprendrez que si vous donnez seulement ce médicament-là, vous baissez votre seuil rénal à 5, bien, on comprend que ça ne donne pas d'hypoglycémie, parce qu'en bas de 5, il n'y aura plus de glycosurie. Okay? Donc, on comprend que ce médicament-là ne devrait pas donner d'hypoglycémie comme tel, utilisé seul du moins. C'est un mécanisme qui est complètement différent de l'insuline, comme de raison indépendamment de la fonction de la cellule bêta, ça ne joue pas non plus sur la résistance à l'insuline, puis ça ne cause pas d'hypoglycémie. Et tout ça, donc, pour améliorer le sucre. On va avoir des bienfaits aussi, on va le voir sur le poids et la tension artérielle. Donc, si on regarde dans les fameuses études, les études randomisées contrôlées, qu'est-ce qu'on a comme résultat sur tout ce qu'on vient de dire? Donc, le sucre, le poids, la tension artérielle avec un faible risque d'hypoglycémie, si on regarde les données. Alors, si on regarde les données sur l'hémoglobine glycosylée, dans toutes les études, on dit que ça varie entre 0,6 et 1,1% de moins d'hémoglobine glycosylée. Donc, vous avez ici les données de Forxiga. En fait, ça, c'est les études, c'est les indications qui sont présentement dans les études qui sont publiées et acceptées comme indication au Canada. Et vous avez la même chose ici du point de vue InvoCana. Il y en a une de plus, là, comme je vous dis, l'autre étant l'attente. Donc, toutes les mêmes choses. Alors, ce qu'on peut constater, c'est que ça se ressemble tous, mais qu'il y a peut-être un effet, parce qu'on a les deux doses, donc le 5, le 10, le 100, le 300. Donc, il y a un effet dose dépendant, c'est-à-dire que la plus petite dose, vous allez chercher la majorité de l'efficacité, comme tout bon médicament. Et quand vous titrez, bien, vous allez en chercher un petit peu plus. Et ce que vous voyez aussi, c'est que vous mettez ça seul en association en trip et même à l'insuline. Vous avez toujours un petit peu cette même efficacité-là, parce que c'est un mode d'action qui est complètement différent de toutes les autres, tout simplement. Alors ça, c'est l'efficacité sur l'hémoglobine glycosylée. Ensuite, on peut se demander, oui, c'est bien beau, ça fait effet, parce que vous savez que les études prémises en marché, hein, c'est toutes des études autour de 6 mois. Alors, qu'est-ce qui arrive à long terme? Alors, on a quand même donc des études qui sont publiées jusqu'à 2 ans et qui semblent donc préserver là, cette efficacité-là à long terme. Et on a encore des plus longs, on a jusqu'à 4 ans en fait qui ne sont pas publiés, mais que ça a été montré dans les congrès, etc. Donc, bien sûr, comme tout bon nouveau médicament, on dit, bon, des études à plus long terme sont requis, mais on a déjà quand même un bon 4 ans, comme je vous dis, de données. Alors ici, je vous montre des données de 2 ans qui sont, comme de raison, avec l'ADAPA, donc le 5, le 10 versus le placebo, ajouté à
donc du glucophage. Alors, on voit que l'efficacité est là au début, c'est vraiment dans les premiers mois que ça descend beaucoup. Après ça, ça se maintient avec les années. Ensuite de ça, c'est les études contre les sulfonylurées. Donc, toute bonne nouvelle molécule doit se comparer au sulfonylurée, puisque, entre vous et moi, c'est ce qui est moins cher. Donc, rajouter au glucophage. Alors, ce qu'on voit, si on prend d'abord ici la DAPA, c'était comparé au glipizide, donc qui est un sulfonylurée que nous, on n'a pas, c'est un sulfonylurée des États-Unis. Mais on voit que les sulfonylurées font toujours effet assez rapidement, mais leur efficacité ne dure pas. Hein? Il y a un échappement très rapidement. Alors, sur 2 ans, là, on est quasiment revenu au point de base. Tandis que ce qu'on voit, c'est que la DAPA, elle, fait son efficacité et maintient mieux son efficacité à travers le temps. Donc, ça, c'est 2 ans. On a un petit peu la même chose ici, les données de 2 ans de Cana contre le Glimpiride, donc notre fameux Amaryl. Un petit peu la même chose, donc l'efficacité très rapide du sulfonylurée qui, avec le temps, lâche. Et la même chose, donc on a notre Cana qui, elle, maintient mieux son efficacité, donc à travers le temps. Je vous disais qu'il y avait des données jusqu'à 4 ans, alors c'est ici, donc c'est toujours la même étude de tantôt qu'on a vue jusqu'à 104 semaines. Quand on regarde ça, donc jusqu'à 4 ans, bien, on a toujours cette efficacité-là qui semble mieux tenir définitivement contre notre fameux sulfonylurée. Les autres choses, la fameuse hypoglycémie. Donc, l'hypoglycémie, on a dit que la molécule comme telle n'avait pas de risque d'hypoglycémie. Par contre, si vous rajoutez ça chez un patient qui n'est pas si mal contrôlé alors qu'on a dans le tableau des sulfonylurées ou de l'insuline, bien, on comprend très bien qu'on va augmenter à ce moment-là nos risques d'hypoglycémie, donc il faut être prudent. Alors, ce qu'on peut se poser comme question, c'est, bon, c'est quoi nos valeurs, où c'est qu'on va réagir, etc. Donc, la première exemple qu'on peut avoir, si notre taux d'hémoglobine initial se situe tout près de l'acide, donc 7 points quelque chose, à peine un petit peu plus haut que 7, et qu'on a en fait que des hypoglycémies et que l'hypoglycémie est mineure. Alors, est-ce que vous allez vouloir à ce moment-là baisser vos sulfonylurées? Bien, je pense que oui, ou votre insuline. Parce qu'on est très près, en fait, de l'hémoglobine glycosylée qu'on veut. Des fois, on va vouloir l'utiliser pour les autres attraits, pour l'attrait de la tension artérielle, pour l'attrait du poids. Donc, des fois, des gens vont prescrire ça, ils sont peut-être pas à 7,8, 7,9, on est à 7,2, 7,3. Donc, il faut être prudent. Les sulfonylurées, donc, on peut les baisser de moitié, on peut les cesser, dépendamment d'où ce qu'on est et qu'est-ce qu'on va faire. L'insuline, c'est la même chose. L'insuline, en fait, le mot d'ordre, c'est de le baisser d'environ 20 %. Et on va voir, en fait, les inhibiteurs de SGLT2 sont aussi efficaces à jeun qu'en postprandial. Donc, si vous avez une multiple injection, par exemple, vous mettez ça chez quelqu'un qui a 4 injections par jour, ça veut dire que vous devriez baisser autant votre insuline de base que vos insulines prandiales. Ça, j'entends que si vous êtes tout près de la cible, parce que si vous êtes un petit peu plus haut, déjà entre 7 et 8, puis qu'il n'y a pas d'hypoglycémie importante, bien, si votre but, c'est d'aller le plus bas possible en bas de 7, puis que votre patient est fiable, etc., pour les hypos, bien, vous pouvez facilement ne pas rien changer ou à peine le changer à ce moment-là. Si au contraire, bien, vous le mettez pour l'efficacité, vous êtes déjà supérieur à 8, même si vous avez des sulfos ou de l'insuline dans le tableau, bien, s'il vous plaît, baissez-le pas parce que je veux dire, vous allez chercher une efficacité supplémentaire. Donc, si vous baissez là, vous n'allez pas chercher grand-chose. C'est pour ça que je vous dis, ça dépend vraiment d'où ce que vous partez et surtout de regarder si dans votre tableau, vous avez des sulfos ou de l'insuline, tout simplement. Maintenant, les hypoglycémies, comme on disait, bon, d'emblée, en regardant le médicament, on n'a pas trop peur, mais ici, il y a une petite revue de regarder les hypoglycémies des SGLT2 versus les autres. Donc, ça n'en fait pas plus que la metformine, ça n'en fait pas plus que le Genvia, ça n'en fait beaucoup moins que le glipizide, qui est notre sulfonylurée. Puis notre placebo, ben, c'est à peine pour le placebo, le significatif, mais ça touche là, quasiment le 1 à ce moment-là. Donc, un médicament qui ne nous inquiète pas trop pour les hypos. Pour ce qui est, en fait, ici, vous avez aussi les données sur les hypos, donc par rapport à votre placebo en monothérapie, en association avec la metformine, ça va. Mais aussitôt qu'un sulfonylurée ou l'insuline, là, ça veut commencer à monter un petit peu. Donc, il faut être plus prudent. En fait, c'est pas marqué ici, mais ces gens-là commençaient autour de 8 d'hémoglobine glycosylée. Donc, ce n'est pas nécessairement des gens qui sont très hauts d'hémoglobine glycosylée. Ensuite, les bienfaits additionnels. Alors, on a parlé de la réduction au niveau du poids. Alors, c'est quoi cette perte de poids-là? C'est jusqu'à quel point? Est-ce que c'est une perte de poids qui est maintenue dans le temps? C'est combien de patients? Est-ce que c'est tout le monde qui perd du poids? C'est comment qu'on peut déterminer ça? Et est-ce que c'est réellement du poids qu'on perd? Est-ce que c'est de la masse adipeuse ou du liquide qu'on perd?
Alors, pour répondre à toutes ces questions-là, premièrement, dans les études, ce qu'on a vu, c'est de 1 à 3,9, c'est des kilos. Donc, à 3,9 kilos dans des périodes de 6 mois, c'est toujours les mêmes études, les données des mêmes études que je vous montre. Donc, si on parle avec des populations aussi, on a l'impression qu'il y a une dose dépendante. Donc, on a encore plus de chances de perdre notre poids si on va à la dose supérieure que si on reste à la première dose. Donc, ici, c'est les données du Forstiga. Avec toutes les associations de tantôt, c'est les indications, comme on disait. Et la même chose ici, donc, avec la canotte, avec les nouveaux canottes, ces baisses, donc, ces baisses de poids-là. Donc, c'est quand même très intéressant. C'est des baisses de poids qui peuvent être comparables quand les agonistes de GLP-1 ont sorti. Alors, c'est à peu près les mêmes chiffres dans leurs études de 6 mois qu'on a. Par contre, la différence cliniquement que je vous dirais, c'est que c'est plus reproductible. Alors, je m'explique. Avec les inhibiteurs de SGLT2, il y a plus de gens qui vont perdre du poids, puis à peu près la même quantité de poids. Avec les inhibiteurs avec les agonistes de GLP-1, on avait vraiment là, toutes sortes de réponses. Alors, des gens qui réussissent à en prendre, des gens qui réussissent à en perdre de façon extraordinaire, des gens que ça ne donne rien. C'était difficile de prévoir. J'étais rendue, moi, je dis aux gens, ben, si vous êtes un bon répondeur, ça devrait faire perdre du poids. Ici, c'est pas 100% en médecine, j'ai jamais dit 100%, mais c'est rare que les gens ne perdent pas de poids comme tel avec les inhibiteurs de SGLT2. Alors, par exemple, ici, donc, la même étude d'APA et metformine versus le sulfonylurate avec les metformines. Donc, imaginez un patient qui, au départ, aurait sa metformine, puis vous auriez décidé de donner un inhibiteur de SGLT2 plutôt qu'un sulfonylurate. Bien, en fait, 2 ans plus tard, vous auriez une différence de 5 kg entre les deux groupes. Alors, 5 kg, hein, c'est fois 2,2 dans la vie, là. Alors, ça vaut la peine en 2 ans. Là, il y a une bonne différence de poids entre les deux groupes. Puis ça, c'est l'étude qu'on avait l'extension jusqu'à 4 ans. Bon. Je viens de décider qu'il ne veut plus de mon computer. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça vous fait voler votre soupe? Ah, il veut vraiment pas passer cette diapo-là. C'est bizarre. Il l'aime pas. Fait que croyez-moi, ça persiste après 4 ans. Contenu illicite, ça doit être ça. Je vais y aller autrement. Je vais y aller ici. Ça, on est rendu beaucoup trop loin. Beaucoup trop loin. Je ne sais pas s'il va me laisser montrer la diapo de 4 ans. Est-ce qu'il me laisse la montrer? Oui, elle est là. Donc ici, on avait notre 5 kg différents. Donc à 4 ans, il persiste encore une bonne différence de 4,38 kg à ce moment-là. Puis l'autre diapo, c'est justement, je ne sais pas si vous avez déjà vu ce genre de diagramme-là de réponse des patients. Comme je vous dis, les patients sont pas toujours... bon, vous avez les placebos en gris puis la DAPA en orange. Alors, ce que ça dit, c'est que 65%, au-delà de 65% des patients qui vont à la fois avoir une baisse de leur hémoglobine glycosylée et de leur poids. Si vous regardez ceux qui répondent au moins de leur hémoglobine glycosylée, bien là, il faut vous additionner 65 et 20, donc au-delà de 85%. Et vous pouvez voir aussi ceux qui ont perdu du poids, donc 65 plus 10, donc au-delà de 75%. C'est des très, très bonnes réponses. En fait, c'est un petit peu ça qu'on entend quand on écoute les gens qui l'essaient. Mon Dieu, il y en a qui m'ont dit, mon Dieu, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un médicament efficace comme ça. Le taux de réponse est très bien. Bon. Après ça, on se posait la question, c'est quoi au juste qu'on perd? Bien, définitivement que dans les premiers jours, les patients perdent du poids rapidement, c'est de l'eau qui perd. Mais après ça, c'est vraiment de la graisse. Donc, en ce sens que les calories qui sont perdues enlèvent des calories et font perdre du poids aux patients. Et comme de raison, malheureusement, quand on perd du poids, que ce soit avec cette médication-là, en faisant une diète, en faisant de l'exercice, on perd toujours un petit peu de masse maigre aussi.
Alors ici, vous avez versus placebo, ici, vous avez versus glimepiride. Donc le glimepiride, comme de raison que l'amaril, ils ont pris du poids. Et vous voyez cette baisse de poids-là qui est à la fois de la masse adipeuse et de la masse la masse maigre, en fait. Donc les gens perdent réellement du poids. Alors l'autre question, l'autre bénéfice qu'on pourrait dire, c'est la baisse de la tension artérielle. Alors, c'est quoi cette baisse-là de tension artérielle? Est-ce que ça a un impact aussi sur la fréquence cardiaque? Parce qu'encore une fois, si on fait le corollaire avec nos agonistes de GLP-1, on a aussi une diminution de la tension artérielle qu'on voit. Mais malheureusement, il y a une petite augmentation de la fréquence cardiaque. Alors, est-ce que ça fait la même chose ici? Et l'autre question qu'on peut se poser aussi, c'est si notre patient est super bien contrôlé avec des antihypertenseurs puis qu'on vient rajouter ça par-dessus, bien, qu'est-ce qu'il faut faire avec nos antihypertenseurs? Bien sûr, on a tous pensé, bien, on va les diminuer, etc. Mais dans le contexte de tout ça, dans la mesure du possible, on essaie de garder dans le tableau de notre patient les ACE et les ARA, dans le contexte de la protection, bien sûr, rénale et cardiovasculaire. Donc, la baisse de tension artérielle qu'on va voir, c'est entre 2 et 7 mm de mercure. Donc, quand on est rendu à 7 mm de mercure, on peut parler même de l'efficacité d'une pilule pour la pression. Donc, vous comprendrez que des fois, on veut l'enlever justement pour mettre ça, pour ne pas avoir de problème. Et encore une fois, ça a l'air quand même être dose dépendant. Donc, la DAPA, la CANA, les baisses de tension artérielle systolique. Puis, vous verrez les gens, et vous ici, ils partent autour de 126, 130, 127, 130. Et puis, il y a quand même des bonnes baisses. Là, les plus grosses étant presque proche de 7%, comme on a dit, 7 mm de mercure, c'est-à-dire comme on a dit tantôt. C'est sûr que quand on regarde les études en général, ben c'est bien fait, en ce sens que c'est ceux qui ont la tension un petit peu plus haute qui ont tendance à plus descendre, donc les choses sont bien faites, ceux qui sont moins hauts descendent moins, mais il y a quand même des pièges qu'il ne faut pas se faire prendre, là, on va en parler, le fameux Lasix et les diurétiques. Et tout ça, tout ce bénéfice-là, ça c'est une bonne nouvelle, sans qu'on ait documenté d'augmentation de coûts comme tel. Donc, la petite bête noire, on a dit tantôt les diurétiques de l'anse qui ne devraient pas faire partie du tableau, donc le fameux Lasix. Comme de raison, des fois les gens s'inquiètent de ça, mais je vous dirais que la plupart des gens, quand ils ont du Lasix dans leur médication, c'est qu'ils sont un petit peu au bout du rouleau avec insuffisance cardiaque, l'insuffisance rénale en a fait déjà partie, etc. Donc, on comprend que ce n'est pas des patients idéaux pour ces médications-là. Si par contre, votre patient aura juste un petit peu de Lasix rajouté parce que, par exemple, il y a un édème au niveau des membres inférieurs, bien, j'aimerais vous rassurer parce que, en fait, les inhibiteurs de la GLT2 sont reconnus comme étant bons pour diminuer les édèmes. Donc, ça pourrait très bien se faire. On arrête notre Lasix, on donne un inhibiteur de la GLT2, puis il devrait faire la job du Lasix plutôt que de courir de la chance d'avoir des symptômes à ce moment-là de baisse de pression. Si on n'a pas ça dans le tableau, bien sûr, et qu'on a d'autres antihypertenseurs, les premiers qu'on pense à diminuer ou enlever, c'est les diurétiques, donc notre hydrochlorothiazide ou notre indapamide. Si on n'a pas ça, on a juste les deux autres, on pense encore là, d'abord enlever soit les bloqueurs calciques, soit les bêta-bloquants. Ça aussi, c'est selon, comme de raison, la situation de votre patient, pourquoi ces médicaments-là sont dans le tableau. Et comme je vous dis, ben, les derniers qu'on va penser à enlever, ben, les ACE ou les ARA, à enlever ou à diminuer, on essaie de les garder dans la mesure du possible. Donc, on a vu tout est bien fait des GLT2, donc la diminution de la glycémie qui est soutenue, donc on a espoir là, pour diminuer la morbidité, mortalité, les complications microvasculaires, etc. On a vu que tous ces mécanismes-là étaient indépendants de l'insuline, que c'était bon à tous les stades de maladie, en autant que vos reins fonctionnent et avec n'importe quel traitement. Donc, possibilité d'association avec tout ça. Et ça maintient votre sucre. Diminution des calories excédentaires. Donc, au départ, je ne sais pas si vous avez remarqué, le poids descend dans les 6 premiers mois, puis après ça, ça se maintient. Alors, ça aussi, on peut se poser des questions là-dessus. Voyons, on continue d'avoir cette même glucosurie-là. On continue de perdre tout le temps toutes ces calories-là chaque jour. Alors, il y a des gens qui se sont posés, ben voyons, pourquoi ça s'équilibre tout ça? Puis on a regardé, ben c'est qu'en fait, le corps, on essaie tout le temps de retourner à notre situation de base. Donc, le corps augmente son appétit et ce qui fait que ça se stabilise. Alors, au moins, ça ne remonte pas, mais ça se stabilise. La personne, donc, mange un petit peu plus. Puis même, on a vu que la personne a tendance aussi à faire plus de sucre. Donc, il y a une augmentation de la production hépatique de glucose, etc. Donc, on voit que le corps essaie de se défendre un petit peu contre le mécanisme qu'on lui donne. Mais tout ça, ça fait quand même une perte de poids soutenue, comme on l'a dit.
Et la diurèse osmotique aussi va nous servir, bon, ça c'est responsable de la perte de poids initiale, comme je vous ai montré. Par contre, après ça, c'est vraiment de la graisse qu'on perd. Et bien sûr, la baisse de la tension artérielle. Donc, si on regarde maintenant le côté des effets indésirables. Alors, la plus grosse chose qu'il faut retenir ce soir, c'est probablement les mycoses génitales. On va parler aussi des infections des voies urinaires, puis on va parler à nouveau des effets indésirables liés au volume. Donc, si on commence par les mycoses génitales, c'est vraiment, bon, c'est plus fréquent chez les personnes qui prennent des inhibiteurs de SGLT2. On va regarder par rapport aux autres agents, jusqu'à quel point c'est plus fréquent. Est-ce que c'est facile à traiter? Et la question qu'on peut se poser, est-ce qu'on devrait prescrire tout le temps un antifongique chez ces gens-là? Donc, encore un petit peu les mêmes tableaux que tantôt. On compare les SGLT2 versus tous les autres molécules, donc versus le placebo. Définitivement, donc le 1 est ici. Donc, définitivement que c'est plus que la metformine, que le glipizide, que l'acetagliptin. Donc, on a du 3 à 6 de plus. C'est tout bien significatif. Donc, s'il y a un problème vraiment à discuter avec le patient, un risque augmenté, c'est vraiment les infections à mucose. Donc, bien sûr, la vaginite pour la femme, la balénite chez l'homme. Vous avez les taux ici. Donc, chez les hommes, même les hommes diabétiques, habituellement, il n'y a pas énormément de balénite. Donc, il faut leur en parler parce que souvent, ces hommes-là, ils ne connaissent pas ça. Au début, je disais non, mais là, j'ai fait peur à une couple de gars, fait que je dis juste que c'est du champignon, parce que balénite, on dirait qu'ils vont mourir. Et puis, une question aussi à poser, qui paraît un petit peu bizarre, et nous regarde un petit peu bizarre, c'est est-ce que vous êtes circoncis ou pas? Alors, dans les études, les hommes circoncis ont eu moins de problèmes, comme de raison de balénite, parce que c'est une question de rester au sec. Alors, on leur dit d'essuyer la petite dernière goutte, d'avoir une bonne hygiène, etc. Et on peut prescrire la crème, bien sûr, si ça arrive, pour pas qu'ils soient gênés et qu'ils essaient d'expliquer à leur pharmacien que ça pique, mais pas à bonne place. Les femmes, ben, c'est plus rare que quand on parle de vaginite chez les femmes qui connaissent pas ça, qui connaissent pas le traitement, tout ça, mais quand même, je m'assure qu'ils connaissent bien ça. Fait que c'est déjà un petit peu prévalent chez les femmes diabétiques, mais bien sûr, vous voyez que ça va le devenir beaucoup plus. Donc, vous avez les deux doses, l'adapassin et l'adapatis. Ça, vous avez le total. Donc, définitivement, c'est plus fréquent. Par contre, ça se traite bien. Donc, ça se traite avec la même petite crème, vous pouvez aller avec la pilule, du flucan, etc. Ça se traite bien. Ça récidive quand même assez rarement. Possiblement aussi que les gens savent, quand on a eu une, on prend les précautions, etc. par la suite. Dans les études, ça a été rarement quelque chose qui a mené à l'arrêt du traitement. Puis je peux vous dire, c'est la même expérience dans la vie de tous les jours. J'en ai plusieurs que, non, au contraire, elle va être persistée parce que ça a donné une bonne efficacité au point de vue du poids, la tension, l'hémoglobine glycosylée. Donc, c'est rare qu'ils vont abandonner à cause de ça. Et comme on disait, bon, ils ont tous assez bien répondu au traitement. Donc, c'est pas un si gros problème que ça, mais il faut que les gens soient bien avisés. Est-ce que c'est plus au début du traitement? Oui. Donc, c'est vraiment dans les 4 premiers mois où on voit une augmentation. Puis après ça, ben c'est pas mal la même chose, là, la fréquence dans un et dans l'autre. C'est vraiment les 4 premiers mois qu'on voit ça apparaître. Puis après ça, comme je vous dis, les récidives, c'est quand même assez peu. Exactement. OK. Donc, par contre, quand on parle, moi, des fois, je parle ça aux résidents, tout ça, puis tout de suite, les résidents, quand je dis, ben, qu'est-ce que vous attendez comme effet secondaire, tout le monde dit, ah, infection urinaire. Hein? On pense tout de suite à infection urinaire. Infection urinaire, on va regarder la fréquence, c'est pas si, comment je pourrais dire ça, si énervant que ça par rapport aux agents de comparaison. On peut se demander aussi, ces infections-là urinaires, est-ce que c'est des infections banales ou c'est des pyélonéphrites, puis que ça tourne mal, etc.? Et est-ce que le traitement est différent par rapport à d'autres infections sans que ce soit les inhibiteurs de SGLT2? Alors, encore une fois, le même petit tableau, si on compare les inhibiteurs de SGLT2 versus le placebo, ben, vous voyez, en fait, c'est même pas significatif, là, à peine un peu plus. Pas plus que la metformine, pas plus que le Genvia, et puis c'est à peine significativement un peu plus que le glipizide. C'est le seul, en fait, qui est significatif, 1,78 fois plus d'infection urinaire avec l'inhibiteur de SGLT2 que le glipizide. Fait que c'est pas très impressionnant. On voit encore ici le même tableau que tantôt. Donc, même ici, voyez-vous, il y en a moins que le placebo. Donc, c'est moins impressionnant. Vous avez les hommes ici, vous avez les femmes qui en font toujours un petit peu plus, puis vous avez votre total. Moins impressionnant que tantôt. C'est des infections urinaires banales, les mêmes germes, qui se traitent de la même façon. Est-ce qu'ils ont été plus compliqués que les autres? Absolument pas. Même s'il y a quelque chose, ça a été compliqué en pyénonéphrite, plus souvent dans le contrôle que ici dans les groupes d'APA.
d'intensité légère à modérée. Encore là, peu d'abandon par rapport à ça. Pas de vraiment non plus de récidive, là, rarement récidivé. Donc, c'est pas l'infection urinaire, il faut la garder en arrière de la tête, mais c'est pas quelque chose que moi j'avise le placent ou quoi que ce soit. J'y parle juste de champignons, là, finalement. OK, donc les effets liés aussi à la diurèse. Donc, moi, je leur dis tout de suite, là, il y a du sucre dans vos urines, ça va vous faire uriner 1 ou 2 fois certainement de plus par jour. Alors, il y en a qui s'en sont plaints dans les études. Alors, avec DAPLA, on a 0,9% qui se sont plaints de polyurie versus 0,2% au niveau du placebo. De polakiurie, donc d'y aller beaucoup plus de fois. Encore là, 2,1% avec la DAPA versus le 0,7% avec le placebo. Alors, encore une fois, ça a rarement mené à l'abandon. On avise aussi nos patients comme de raison. Et est-ce qu'ils sont persistants? La plupart, ça s'améliore, mais je vous dirais qu'il y en a que ça persiste un petit peu. Mais encore là, je veux dire, la plupart, ils vont vouloir garder le médicament pour tous les bienfaits. Il y en a qui vont dire, ah, ben ça donne des petites urgences, il faut y aller plus souvent ou quoi que ce soit. C'est qui les patients qui sont plus sujets à ce que ça persiste? Ben, c'est ceux qui avaient déjà ce problème-là avant. Si vous avez déjà une vessie hyperactive, si vous avez des problèmes de prostate, vous allez déjà aux 5 minutes ou quoi que ce soit, ben, c'est sûr que vous n'allez pas réellement ramener votre problème. Donc, ça risque de rester là. Donc, c'est ceux qui avaient déjà un petit peu ce problème-là qui risquent d'avoir ces symptômes-là un petit peu plus longtemps. Maintenant, les effets reliés à la déplétion volumique, le fait de perdre du volume. Alors, c'est quoi ces effets indésirables-là? C'est qui les sujets qui sont le plus à risque? On en a déjà un petit peu parlé. Donc, ici, vous avez tous les effets secondaires, donc l'hypotension, la syncope, la déshydratation, l'hypotension orthostatique, là, qui était bien documentée, là, avec la baisse de 20 mm de mercure systolique et de 10 mm de mercure diastolique. Donc, ce n'est pas des chiffres qui sont énormes. Vous avez le 5, vous avez le 10 mg par rapport au placebo. Mais ici, vous avez le nombre total, mais on voit que ça monte avec la dose et que c'est plus fréquent que le placebo. Donc, c'est des très petits chiffres. Alors, il faut savoir justement c'est qui est le plus à risque. Vous avez donc les mêmes chiffres que je viens de vous montrer pour la DAPA pour un petit peu comparer dans les études de Cana. Donc, c'est la même chose. Ici, par contre, le témoin en avait déjà plus. Mais on voit encore là qu'il y en a un petit peu plus avec la médication et que ça a tendance à augmenter donc avec la dose. Donc, grosso modo, il est recommandé d'instaurer le traitement d'inhibiteur de GLT2 chez les patients qui ne présentent pas de déplétion volumique. En fait, il n'est pas recommandé chez ceux qui en présentent. Et il faut aussi penser, ça c'est une autre chose, à interrompre de façon temporaire l'inhibiteur de GLT2. Donc, quand on a notre gastro-entérite, notre dosita, etc. Donc, si on a une autre cause de déshydratation, ben, il faut enseigner à votre patient que c'est un des multiples médicaments, donc il faut qu'il cesse à ce moment-là jusqu'à temps que la situation, bien sûr, soit corrigée. Donc, c'est qui les patients à risque? On en a déjà un petit peu parlé. Alors, c'est les gens plus âgés. Alors, vous voyez ici par rapport au placebo, quand on est en bas de 65 ans, c'est pas terriblement. Déjà en haut de 65 ans, la différence est un peu plus et c'est au-dessus de 75 ans. Donc, dans la monographie, on dit de faire attention à ceux qui sont au-dessus de 75 ans comme tel. Et c'est la même chose ici pour la Cana. Si on est au-dessus de 75 ans, c'est beaucoup plus là, que le placebo comme tel. C'est pas des études ensemble, là, fait qu'on peut pas vraiment comparer. Là, on voit que les placebos sont comparés de toute façon. Alors, les patients plus âgés, les patients avec une fonction rénale plus basse aussi. Donc, si on est en bas de 60, on va avoir plus de différence que si on est en haut de 60. C'est un petit peu bizarre, parce qu'en effet, en bas de 60, vous allez le voir tantôt, c'est des médicaments qui sont moins efficaces pour baisser le sucre, puisqu'on a besoin d'infiltrer du sucre, si on veut, en excréter au bout du compte. Mais par contre, ils gardent leur efficacité sur la tension artérielle. Et ces gens-là sont plus à risque d'avoir des problèmes, donc d'hypotension orthostatique, syncope, etc. Donc, il faut être plus prudent. Et finalement, ben, le fameux diurétique de l'anse, le fameux Lasix, comme je vous disais, oui, définitivement plus haut avec la DAPA, mais vraiment plus haut, donc en double avec la Cana. Donc, c'est pour ça que les autres, ils le mettent là, dès le départ. Là, ça ne devrait pas être prescrit avec du Lasix là, à ce moment-là. Ensuite, les effets aussi sur la filtration glomérulaire et les électrolytes. En fait, vous avez vu que ça ne devrait pas être parti chez des gens qui sont avec une filtration glomérulaire en bas de 60. Et en plus, quand vous êtes bas dans votre filtration glomérulaire, bien, vous avez une efficacité réduite. Puis comme on a vu, en plus, vous avez des risques accrus d'effets secondaires liés au volume. Donc, ce n'est pas les patients idéaux. Alors, dans les études, donc ça, c'était des études qui étaient entre 30 et 50 cc minutes.
Et en fait, ce qu'on voit, c'est qu'on a moins d'efficacité définitivement. Et pour l'ADAPA, en fait, la différence avec le placebo ont très bien répondu, n'était pas assez grande. Donc, on n'a pas d'indication en bas de 60 avec l'ADAPA qui a été cherchée. Par contre, on garde une petite efficacité ici, donc avec la Cana. Donc, comme vous savez, eux, on peut continuer jusqu'à 45, mais il faut définitivement baisser la dose à 100 mg plutôt que le 300. Donc ici, c'est quoi les considérations à propos de la filtration glomérulaire? Donc, qu'est-ce qui arrive à la filtration glomérulaire? Qu'est-ce qui arrive aussi à nos électrolytes? Alors, la filtration glomérulaire, au départ, donc vous avez des gens ici qui partent aux alentours de 80 cc minutes avec l'ADAPA. Et on voit qu'il y a vraiment une diminution de la filtration glomérulaire qui tranquillement revient à la normale. C'est probablement ce que vous verriez si vous regardiez la fonction rénale d'un patient qui commence un bon diurétique. Alors, c'est tout simplement une déshydratation initiale et par ailleurs, le tout se replace. On a même fait l'expérience ici, c'était avec la Cana, mais avec des gens qui, en fait, n'auraient pas dû en avoir. Là, vous voyez que la moyenne de départ est autour de 40 cc minutes et c'est la même chose qui arrive. Donc, on diminue, vous avez les deux dosages par rapport au placebo qui est ici. Et avec le temps, ben, ils vont rejoindre à nouveau le placebo. Ça leur prend un petit peu plus de temps. Donc, grosso modo, ce qu'on peut dire, c'est que oui, la filtration glomérulaire diminue légèrement au départ, à l'instauration du traitement, mais qui vont revenir à la normale. Quand on regarde ça, on a l'impression que c'est à peu près 2 mois que ça prend, là. Fait que tout ça pour dire qu'il y en a qui disent « Ah, il faut vérifier les électrolytes, il faut vérifier la créatinine rapidement, etc. » Ben, c'est peut-être pas une bonne idée. Il faudrait, à mon sens, au moins attendre 3 mois pour laisser le temps, si vous voulez, au corps de refaire sa situation. Parce que si on arrive avec une filtration glomérulaire plus basse, ben, entre vous et moi, on ne veut peut-être pas le savoir parce qu'on ne veut pas distraire, on ne veut pas rien faire parce que ça va récupérer par la suite, là, tout simplement. En fait, ça non plus, il n'y a pas de recommandation comme telle là, de quand revérifier ça ou quoi que ce soit si vous lisez la monographie. Donc, il s'agit de regarder toutes les données puis de se rassurer. Donc, au niveau de la fonction rénale, on est rassuré. Et au niveau du fameux potassium, que tout le monde était un petit peu énervé au départ. Donc, c'est ce que je vous disais tantôt, si vous le gardez dans les bonnes indications, on voit qu'il n'y a pas de problème. Alors, ce tableau-là est important. Si on est donc, c'est avec la Cana, parce qu'on a dit qu'avec la DAPA, on n'avait pas le problème de potassium. Donc, si vous avez une filtration glomérulaire au-dessus de 60, ça, c'est l'augmentation moyenne de votre potassium. On s'entend 1 % de plus de potassium, tout le monde dort très bien avec ça. Par contre, si vous êtes entre 45 et 60, bien là, ça peut monter jusqu'à 2,8 si vous utilisez 300. Sauf que 300, vous n'êtes pas supposé l'utiliser entre 45 et 60. Ça, c'est l'augmentation de la calémie qui a été rapportée comme effet secondaire. Encore là, des tout petits chiffres, un chiffre un petit peu plus impressionnant alors qu'on ne devrait pas l'utiliser. Et c'est les deux dernières qui sont importantes. Donc, le fameux taux de potassium répondant aux critères de valeur aberrante, c'est-à-dire qu'on a à la fois un potassium qui est au-dessus de 5,4, mais qui a aussi augmenté plus de 15 % de la valeur de départ. Donc, ça, c'est un petit peu énervant. Alors, comme de raison, si vous êtes en haut de 60, pas grand-chose. Mais par contre, si vous êtes entre 45 et 60 et vous donnez 300, ben là, ça devient plus impressionnant. Si vous gardez votre sang, semblable même mieux que le placebo. On s'entend que personne s'inquiète de là. Et si vous prenez cette même réponse-là, mais chez des gens qui ont soit des ACE, des ARA, des diurétiques, des pancalciques, ben là, le chiffre fait peur. C'est pour ça que le warning est sorti. Mais entre vous et moi, on n'est pas supposé de donner à ces gens-là de 45 à 60 à 300. Alors, si vous restez au 100, ben c'est pas plus que le placebo. OK? Fait que je voulais vous rassurer que c'est beau tableau. Mais il faut être sûr qu'on est correct dans notre dose avec notre filtration glomérulaire. Ça, c'est une autre histoire. Parce qu'en effet, si vous êtes à 45 et 60 et vous êtes, comme de raison, à 300, ben oui, ce chiffre-là existe réellement. On s'entend. OK? Le tableau d'ADAPA, donc tout le résumé de ce qui arrive avec le potassium. Donc, vous voyez que c'est tout du bon bord, en ce sens que le potassium il a plus tendance à baisser qu'à monter, mais en fait, à faire pas grand-chose parce que tout le monde touche à la ligne du 1, là. Mais ceci dit, même si on est avec des filtrations glomérulaires qui sont basses, entre 30 et 60, avec un SORA, ou ce qu'on ne devrait pas le prescrire de toute façon, il n'y a absolument pas de problème de hausse de potassium. Et si vous prenez toutes les études, là, il n'y a absolument pas de problème, même s'il y a quelque chose, il y a plutôt une diminution que d'augmentation, mais rien de significatif dans tout ça. Donc, pas de problème avec le potassium du point de vue du Forxiga. Ensuite, est-ce qu'il y a d'autres choses qui pourraient nous rassurer dans tout ça? Il y a la fameuse maladie qui s'appelle la glycosurie rénale familiale, qui ressemble un petit peu à ce qu'on fait là. C'est-à-dire que c'est des gens qui ont une glycosurie
à long terme. Alors, ils ont une glycosurie parce qu'ils ont un problème avec le GLT2, un problème qui est génétique, c'est un problème qui est récessif, qui est autosomique récessif. Puis, il y a toutes sortes de problèmes qui existent. Il y a des diminutions des transporteurs, une malfonction du transporteur, etc. Mais ça fait que ces gens-là éliminent de façon chronique du glucose par les reins, comme si on donnerait un inhibiteur de GLT2 en fait. Et puis même, bon, c'est au-delà de 100 grammes là, de sucre par jour qu'ils vont perdre ces gens-là. Alors si on les garde aller avec le temps, ces gens-là, bon, en fait, dans le bon vieux temps, ils étaient découverts parce que pour avoir de l'assurance, il fallait faire le petit dip dans l'urine, là, dans le temps. Là. Puis là, ah, ben monsieur, vous êtes diabétique, puis arrivé à l'hôpital, ben non, vous n'êtes pas diabétique. Fait que c'est comme ça qu'il a été découvert parce qu'il n'y a pas rien d'autre là, de manifeste. Et ces gens-là sont complètement symptomatiques, ils ont une espérance de vie tout à fait normale. Ils n'ont pas de dysfonction glomérulaire ou tubulaire. C'est des gens là, qui ne finissent pas en insuffisance rénale, ils ne sont pas toujours en infection des voies urinaires, etc. Bon, c'est sûr que c'est rassurant, mais on ne peut pas se rassurer complètement avec ça, en ce sens que ça ne remplace pas une belle étude randomisée contrôlée sur des années pour s'assurer qu'il n'y a rien qui se passe. Mais quand même, comme je vous dis, là, dans le sens des reins, il n'y a pas rien qui nous inquiète jusqu'ici. Donc, les complications cardiaques aussi, ça c'est la nouvelle mode. Après les TZD, on veut s'assurer que si on met un médicament qui fait d'autres choses, ben, qu'on n'est pas délétère, bien sûr, du point de vue cardiovasculaire. Donc, toutes les études cardiovasculaires pour, en fait, les deux produits qui sont déjà sur le marché là. Il y en a un autre, en fait, qui s'en vient aussi très bientôt, là, qui va être sur le marché bientôt, donc l'étude cardiovasculaire est en cours aussi. Toutes les données en court terme, donc les études qui ont été faites pré-mises en marché, qui font tout le temps des méta-analyses de ça pour s'assurer qu'ils sont du bon bord, c'est-à-dire qu'avant la mise en marché, qu'on n'ait pas l'impression que ça va augmenter les problèmes cardiovasculaires. Puis on peut avoir une bonne idée que c'est probablement pas dangereux puisque ça fait plein de bonnes choses. Ça réduit l'hémoglobine glycée, ça réduit la tension, le poids artériel. Par contre, une petite chose qui est un peu plus inquiétante, c'est que ça augmentait le taux des LDL. Par contre, ça augmente aussi le taux des HDL. Alors, on peut se rassurer un petit peu là-dessus. Alors, c'est quand ces études-là cardiovasculaires qu'on va les avoir? Quand est-ce qu'ils vont pouvoir nous rassurer? Bien, en fait, ça s'en vient bientôt. Donc, le troisième qui va arriver là, au Canada, l'AMPA, parce qu'on a déjà l'Invocana, on a déjà le Forxiga. Alors ici, ça va être le Jardiance. Donc, l'étude, en fait, je me demande si elle n'est pas déjà finie ou elle devrait finir bientôt. Elle va être analysée et elle devrait être présentée donc en septembre 2015, donc bientôt. Donc, on va avoir notre première étude cardiovasculaire des inhibiteurs de GLT2 très bientôt. Donc, on va pouvoir en avoir le cœur net. Mais comme je vous disais, les études pré-mises en marché, donc ça, on a celle de DAPA, du Forxiga. Mais en fait, on est avec moins, on est à 0,77, donc il paraît avoir moins d'événements cardiovasculaires du côté de ceux qui ont le DAPA que tous les témoins. Donc, c'est sûr que c'est ce genre de données-là que Santé Canada, la FDA, etc. veulent avant d'accepter qu'un médicament soit sur le marché, bien sûr. Donc, c'est quoi ces augmentations de LDL que je vous parle depuis tantôt? Est-ce que c'est dépendant de la dose? Puis, est-ce qu'il y a d'autres changements lipidiques qu'on peut voir avec ces médicaments-là? Alors, c'est entre 4 et 8 %. On s'entend, nos patients, généralement, là, même sont mieux contrôlés que ça. Nos patients, là, ici, dans les études, les LDL de départ étaient un petit peu hauts. Moi, je peux vous dire que cliniquement, c'était très rare que j'ai eu besoin de retoucher aux statines ou quoi que ce soit. Parce que c'est sorti à peine si ça augmente. Là, souvent, on s'en aperçoit même pas. Et c'est dose dépendant. Donc, plus que votre dose va être forte, plus que ça va avoir tendance à monter. Alors, si on regarde pour la DAPA tous les autres paramètres, donc ici, on a le cholestérol total qui a tendance à un petit peu augmenter, c'est dose dépendant. On a le HDL qui remonte, ça fait bien notre affaire, c'est dose dépendant aussi. Et puis, on a le LDL qui monte un petit peu. Et notre triglycéride, lui, qui baisse. Fait qu'au bout du compte, quand même, comme je vous dis, ça ne semble pas avoir de conséquences cardiovasculaires. On a parlé du fameux risque de cancer, encore là. Toute nouvelle, qui vient de perdre ses fleurs. Toute nouvelle molécule, bon, on va s'assurer non plus qu'il n'y a pas de problème du nouveau cancer. Et il y a eu le fameux truc avec le cancer de la vessie. Donc, à cause de tout ça, comme je vous ai dit, qu'il y a eu plus de cancer de la vessie, mais que ça semblait des tumeurs préexistantes, bien, ils disent de ne pas l'utiliser, la DAPA, chez les patients qui ont un cancer actif de la vessie. Ou avec prudence chez ceux qui ont des antécédents de cancer de la vessie. Alors, on peut se demander, ben, c'est quoi cette incidence-là? Qu'est-ce qui est arrivé? Combien de patients avaient dématuré? Mais en fait, je vous l'ai dit. Mais le tableau qu'il faut regarder, c'est qu'en fait, si vous regardez le total de tous les tumeurs,
On peut pas être plus sur le 1 que ça, donc il n'y a vraiment pas d'augmentation. Et c'est la fameuse vessie ici. En passant, il n'y a pas de récepteur de GLT2 sur la vessie, tout ça. Fait que tout le monde se grattait la tête, voyant pourquoi, que c'est ça cette affaire-là. Mais un excès de 10 cas et 1 de l'autre côté. Et comme je vous disais tantôt, donc 9 cas sur 10 avaient déjà de l'hématurie très tôt ou au départ. Et les cancers ont tous à peu près apparu très tôt, sauf un petit peu plus tard. Puis vous avez ici le seul là, qui était du côté contrôle. Les autres choses, on est déjà rendu avec 2 dans cette classe-là sur le marché. Il y en a un 3e qui va arriver bientôt. Donc, tout le monde, la question qui tue. Tout le monde écoute, tout le monde en parle. Donc, la question qui tue, c'est qui le meilleur, qu'est-ce que ça fait, etc. Bon, il n'y a pas d'étude comparative clinique pour le moment. Il existe une étude qui est plutôt sur la pharmacodynamique et qui a été faite, en fait, c'est des gens qui étaient non diabétiques. Ça donne quand même une idée des petites différences, mais ça ne nous dit pas chez nos diabétiques, etc. Ça, puis je ne suis pas sûre que ça va avoir lieu de toute façon. De toute façon, on est habitué, là, les ACE, les RAL, le 10 000 aussi, on s'accommode bien avec tout ça. Donc, si on regarde les petites subtilités, ben, comme de raison, si on regarde la spécificité au niveau de l'effet sur la GLT2, ben, la DEPA, on dit qu'elle a une plus grande sélectivité pour l'action sur la GLT2 que sur le GLT1. Alors, vous avez vu qu'il y avait un GLT2, un GLT1, mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le GLT1 est aussi très important pour l'absorption du glucose au niveau intestinal. Il y en a aussi au niveau du cerveau. Il y en a un petit peu ailleurs aussi. Est-ce que ça a un impact sur le point de vue clinique? En fait, je ne peux pas vous répondre. Il faudrait les avoir head-to-head puis voir est-ce que ça fait une différence, etc. Mais on ne sait pas quelle sorte de répercussions ça peut avoir. Ce qu'on sait, c'est que quand l'évolution de ces molécules-là qui agissent sur ces transporteurs-là, donc le premier qui est sorti, c'est la fluoridine, qui n'était pas du tout sélectif. Quand on a essayé ça, ben, comme de raison, ce que ça donnait, c'est de la diarrhée. Parce que, comme je vous dis, le GLT1, c'est très important pour l'absorption du glucose intestinal. Donc, si vous le bloquez, ben, c'est sûr que vous allez avoir comme effet de la diarrhée. Et on voit ici que la DAPA est beaucoup plus spécifique que la CANA. Mais de l'autre côté, la CANA, on ne voit pas non plus de cas de diarrhée ou quoi que ce soit. Donc, quelle sorte d'impact ça a, on ne sait pas réellement. Alors ici, c'est la façon, donc les sites du GLT1, comme je vous dis, c'est l'intestin surtout, un petit rôle au niveau du rein, mais il y en a aussi au niveau du cerveau, du cœur, on ne sait pas exactement là, quel rôle que ça peut avoir. Et le GLT2, c'est vraiment au niveau du rein, donc si on veut agir au niveau du rein, il vaut mieux être spécifique là, à ce niveau-là comme tel. Une autre chose, c'est est-ce qu'on peut les utiliser aux incrétines? Ben, en association aux incrétines, je pense que vous avez déjà la réponse un petit peu dans votre tête, parce qu'on en a parlé un petit peu, mais comme vous le savez, il n'y a pas présentement d'indication officielle d'utilisation avec donc les incrétines, ni avec les inhibiteurs de DPP4, ni avec les agonistes de GLT1. Alors, on peut se demander est-ce qu'il existe des études ou est-ce qu'il y a des effets secondaires particuliers, etc. Donc, en fait, du point de vue INVOCANA, dans l'étude CANVAS, dans leur étude cardiovasculaire, ils ont fait des sous-analyses, donc des gens qui étaient déjà soit sous inhibiteurs de DPP4, soit sous agonistes de GLT1, qui avaient eu un ajout comme de raison d'inhibiteurs de SGLT2. Et ce qu'on voit, c'est que c'est tout à fait aussi efficace que ce qu'on s'attendrait, autant au niveau des l'hémoglobine glycosylée, du poids, de la tension artérielle, etc. Donc, ça semble bien marcher, mais c'est des sous-analyses. Donc, c'est pas quelque chose qu'on peut, si on veut, là, soumettre à Santé Canada. Donc, ils n'ont pas l'indication. Par contre, comme je vous ai expliqué tantôt, DAPA, elle a sa vraie étude qui a même eu le temps d'avancer. Donc, on a l'étude ici. Donc, ils ont fait leur premier 6 mois habituel, puis ils ont eu le temps de faire un autre 6 mois. Donc, ils sont rendus à en fait, là, 1 an, 48 semaines. Et ce qu'on voit, c'est qu'on avait une efficacité donc de 0,5 à 24 semaines et donc de 0,7 quand on rajoutait un inhibiteur de GLT2 par-dessus un inhibiteur de DPP4 finalement. Pour ce qui est des agonistes de GLT1, ça, on a la sous-analyse de CANVAS, mais on n'a pas d'études randomisées contrôlées avec juste des patients pour regarder ça, mais ils sont en cours, ces études-là. Donc, mais encore une fois, c'est un mécanisme qui est complètement différent. Même à mon sens, moi, c'est des mécanismes qui qui s'aident l'un et l'autre. On s'entend que si vous prenez un agoniste de GLP1 qui vous diminue l'appétit, puis votre inhibiteur de GLT2 qui, lui, avec le temps, va peut-être l'augmenter un petit peu, là, vous allez peut-être avoir un effet. En fait, c'est ce qu'on voyait, c'est que l'effet sur le poids et sur l'hémoglobine glycosylée, etc., c'était additif. C'est deux mécanismes différents qui vous font l'efficacité sur l'hémoglobine glycosylée et l'efficacité sur le poids. Donc, c'est très intéressant. Très, très intéressant à ce moment-là.
Ensuite de ça, ben là, on arrive un petit peu à nos cas cliniques. Donc, comment on va mettre ces molécules-là pour nos patients? C'est sûr que nos patients, il ne faut pas oublier, il faut persister, d'essayer de changer leur mode de vie, d'essayer de leur faire perdre du poids avec les habitudes de vie. Mais il faut aussi savoir mettre nos médicaments au temps opportun, parce que ben, il y a plein de données en fait disant que si on y va de façon précoce pour mettre notre thérapie, ben, on va avoir des échecs, c'est-à-dire le fait d'avoir rajouté un deuxième, un troisième médicament, etc. Plus long, ça va être plus long avant qu'on doive en rajouter si on y va de façon précoce. Donc, c'est peut-être un graphique que vous avez déjà vu avant, en ce sens qu'on avait tendance là, de laisser ça élever puis d'attendre que ça soit vraiment haut pour ajouter des pilules, ce qui faisait que quand les années passaient, ben, notre patient n'était jamais bien contrôlé puis on avait toutes les complications. Donc, on a insisté dans les dernières années d'être plus agressif dès le début, même d'y aller avec des associations de médicaments pour vraiment avoir un bon contrôle d'hémoglobine glycosylée assez précoce puis d'essayer de la maintenir. Mais c'est toujours d'essayer de la maintenir dans la condition qu'il ne faut pas faire de tort au patient. Puis le tort au patient qu'on peut faire, ben, c'est la fameuse hypoglycémie. Aussitôt qu'on a à rentrer dans le tableau un médicament qui font des hypoglycémies, ben là, on est peut-être un peu plus gêné, puis là, on se rapproche peut-être plus du 7 que du 6,5. On s'entend à ce moment-là. Donc, dans notre dernier consensus, en fait, on nous a fait transparaître cette urgence-là à faire quelque chose en nous disant, premièrement, qu'on avait 2 ou 3 mois là, qu'on pouvait laisser de la corde lousse à notre patient avant de commencer notre metformine, puis même on nous encourage d'amorcer la metformine dès le diagnostic. Et en plus, on nous a dit que tout de suite à 8,5, alors que le consensus précédent, on nous parlait de 9, de songer d'y aller avec une double médication, toujours dans le souci d'atteindre donc notre but le plus rapidement possible à ce moment-là. Donc, pour choisir le meilleur agent de la deuxième intention pour un patient, notre consensus, il nous dit ça. Il nous dit qu'il faut connaître notre patient, donc son degré d'hyperglycémie, son risque d'hypo, s'il est en obésité ou en bon point, toutes ces autres affections concomitantes, puis les préférences à notre patient, bien sûr, et l'accès de notre patient. Donc, une des questions maintenant chez nos gens diabétiques, c'est toujours, avez-vous une assurance privée? Hein? C'est triste, mais c'est comme ça que ça marche. Et comme de raison, la façon de mieux aider le patient, c'est de bien connaître nos médicaments, donc toutes les caractéristiques de nos médicaments sur l'hypo, le poids, la durabilité, les contre-indications, les effets indésirables, etc. Y compris les coûts et le remboursement. Donc, vous avez le tableau qui apparaissait en 2013, en fait, notre dernier consensus de sucre, donc ils font ça jusqu'aux 5 ans. Donc, ce tableau-là qui apparaît. Et ce qu'on s'aperçoit, c'est que les différentes classes ben, sont pas mal toutes d'efficacité égale, sauf, ben, comme de raison, l'orlistat, le Xénécal, qui a eu sa place dans le tableau, mais qu'on n'utilise pas vraiment pour trop d'effets secondaires, trop de coûts, puis pas assez d'efficacité. Puis l'autre chose, ben, c'est le fameux Alcarbose qu'on parlait tantôt aussi, qui est un petit peu moins efficace et qui, en plus, a beaucoup d'effets secondaires. Donc, grosso modo, après notre glucophage, on a tendance à rajouter soit nos sécrétagogues, soit nos incrétines, avant que les inhibiteurs de GLT2 apparaissent. Bien, comme de raison, c'était les plus grands choix. Et le gouvernement ben, nous obligeait toujours là, de passer, comme vous le savez, là, au diabéta d'abord et avant, à cause, bien sûr, là, du coût au bout du compte. Alors là, maintenant, avec les inhibiteurs de GLT2, le tableau va s'allonger et on va avoir les inhibiteurs de GLT2 ici. Donc, juste pour faire les comparaisons, toujours de la même efficacité que les autres, avec de rares hypoglycémies, avec un avantage sur le poids, avec les considérations qu'on a vues tantôt. Et ce qui est agréable, c'est que le coût peut se comparer à un inhibiteur de DPP4 et non pas un agoniste de GLP1. Okay? Donc ça, c'est quand même très intéressant. Donc, pour essayer de faire les bons choix de notre patient, ben, comme de raison, il faut avoir une foule de réponses. Il faut connaître bien notre patient. Donc, si on a un besoin spécifique d'éviter les hypos, l'histoire du poids, de la tension artérielle, sa fonction rénale, ses antécédents pancréatiques, ben, comme de raison, bien qu'on est en train de se rassurer que les études long terme, etc., ça demeure dans la monographie qu'on ne devrait pas prescrire des incrétines si on a des pancréatites dans le tableau, surtout s'ils sont inexpliqués. Il y a aussi l'histoire du cancer de la vessie qu'on vient de voir, l'histoire d'insuffisance cardiaque, l'histoire de faction génitale urinaire récidivante. On peut avoir à poser ça comme question. Peur des injections. Aussi le fait d'avoir des combinaisons. Donc, les inhibiteurs de GLT2, probablement qu'à court terme, je m'attends aussi que les combinaisons vont probablement sortir. On les a présentement avec les inhibiteurs de DPP4. Quelque chose de simple et les couvertures d'assurance. Donc, si on regarde tous ces médicaments-là
et à quel point ça peut dire que c'est un bon médicament ou un médicament à éviter selon toutes ces données-là. On a une espèce de tableau de cette envergure-là. OK? Je vais juste peut-être faire un petit aparté ici au point d'interrogation de l'insuffisance cardiaque. Donc, il y aurait eu un X, on aurait eu les TZD, là. On ne l'a pas mis dans le tableau parce que c'est plus vraiment un choix très utilisé. Ici, le petit point d'interrogation, c'est par rapport à l'étude SAVOR, donc l'étude cardiovasculaire du oncle Lisa, qui avait démontré que c'était complètement neutre du point de vue cardiovasculaire, mais la seule chose qui avait été significative quand on regardait les choses une par une, c'était l'hospitalisation pour l'insuffisance cardiaque. Il n'y avait pas d'excès de morbidité ou de mortalité par rapport à l'insuffisance cardiaque, mais un petit peu plus d'hospitalisation. Puis ça, ben, c'est un petit point d'interrogation. Puis avec les autres études qui s'en viennent, on va voir si c'est quelque chose qui se répète ou pas. D'où le petit point d'interrogation ici. Le restant, ben, je pense que ça se dit tout de soi. Là, vous connaissez les médicaments par rapport à tout ça. C'est un tableau qui devient important, qu'on va devoir utiliser, par exemple, pour voir c'est quoi le médicament idéal pour tel ou tel patient.